Donc, les premiers pas. Quelles sont les choses qui sont difficiles quand on a un projet comme ça? Alors, évidemment, la première difficulté, c'est l'immigration. Parce que, encore plus aujourd'hui, avec tous les contrôles qu'il peut y avoir de partout, en particulier à la frontière, n'envisagez jamais de venir vous installer dans un pays quelconque, et les États-Unis en particulier, sans avoir votre solution d'immigration. Donc c'est quelque chose d'incontournable et qui pourrait mettre en danger votre projet si vous le négligez. Donc, avoir un spécialiste auquel vous pouvez parler des possibilités qui vous seront offertes pour vous, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de votre passé avec les États-Unis, ça dépend de vos compétences, ça dépend de votre projet lui-même professionnel, ça dépend parfois de votre famille, parce qu'il y a des solutions très simples si vous avez des membres de votre famille qui sont américains, notamment si vous avez un conjoint américain. Mais donc, premier message, l'immigration, c'est quelque chose qu'il ne faut certainement pas sous-estimer. Bon, alors, une fois passé ce cap d'immigration, vous avez pu obtenir un visa d'investisseur, à un quelconque titre. Une fois que vous avez ce visa, ça va vous permettre d'entamer différentes autres étapes qui sont conditionnées par ça. La première, c'est de pouvoir demander un numéro de sécurité sociale aux États-Unis, qui est aussi quelque chose qui est très important pour toute votre vie américaine. La raison, c'est que ça n'a rien à voir en fait avec la sécurité sociale derrière, le mot lui-même, ça a à voir avec à quoi ce numéro sert. Ce numéro sert en fait à vous identifier dans toute votre vie américaine, en particulier au niveau bancaire. Et donc, ce numéro est majeur pour la suite parce que il y a plein d'endroits où on vous dit, ben voilà, on a besoin de votre numéro de sécurité sociale pour aller plus loin. Et donc, si vous l'avez pas, ben, ça s'arrêtera là. Certaines banques, entre autres, mais pas uniquement. Donc, ce numéro est si important que il est impératif d'en garder la confidentialité de façon importante parce que la connaissance de ce numéro peut conduire à par exemple, des vols d'identité qui sont assez communs aux États-Unis et des situations qui sont donc assez inextricables. Donc voilà. Alors ça, c'est une deuxième étape qui est importante à partir du moment où votre situation d'immigration est réglée. Et cette deuxième étape vous permet de passer à l'étape suivante, qui est la conduite aux États-Unis. Alors, la conduite aux États-Unis avec votre permis européen ne pose pas de problème dans une phase transitoire, puisque vous êtes considéré dans cette phase-là comme touriste, donc ça ne pose difficulté nulle part. Je rappelle par ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que il y a quelques États aux États-Unis qui n'acceptent pas les permis européens encore aujourd'hui, comme titre comme autorisation pour circuler les États-Unis, en particulier la Floride. Alors, c'est relativement peu fréquent que vous ayez des contrôles sur la route, mais si c'est le cas, il y a des cas de personnes qui ont eu des difficultés en Floride. Donc là, ça peut être utile d'avoir ce qu'on appelle le permis international. Donc c'est quelque chose à demander avant de partir. C'est une formalité, quelques papiers à remplir qui peuvent être utiles. Alors, donc, ce permis européen n'a qu'une validité temporaire. Ne négligez pas ça. Des personnes qui ont négligé ça et qui se trouvaient donc sans titre valable pour pouvoir circuler ont eu des difficultés lors, par exemple, d'accidents, de choses comme ça. Où là, c'est vrai que les assureurs, en général, passent un petit peu de toile de minette
Donc ça peut être une situation délicate. Alors un certain nombre de choses à savoir, toujours dans ces premiers pas. La conduite aux États-Unis, comme dans tous les autres pays, a des particularités. Alors une chose aussi, sur laquelle j'attire l'attention des personnes qui me demandent mon avis sur le sujet, le contact avec la police américaine est très différent du contact avec la police française. Donc, il y a des choses à apprendre. Si on vous demande de vous arrêter sur le bord de la route pour un contrôle, ou parce que probablement vous avez été un peu trop vite, vous avez fait quelque chose qui n'était pas bon en termes de code de la route, il faut vous arrêter sur le bas-côté. Mais à la différence d'en France, il faut garder vos mains visibles. Ça peut sembler quelque chose qu'on voit parfois dans les films américains, mais non, tout simplement parce que ici, beaucoup de personnes ont des armes, et donc les policiers veulent voir vos mains au moment où ils vous demandent des choses. En tout cas, ils s'approchent de vous de façon à ce qu'ils ne se sentent pas en danger. Donc voilà, une petite chose à savoir qui est utile dans ces moments-là. Pour tous les gens qui sont déjà venus aux États-Unis, vous connaissez évidemment le turn on red, qui est aussi une facilité de circulation ici que tout le monde utilise, qui est la possibilité, même au feu rouge, de pouvoir tourner à droite après avoir marqué un stop. Donc voilà, l'idée de tout ça, c'est de vous expliquer que il y a plein de choses qu'il va falloir intégrer, avec lesquelles vous n'étiez pas familier, qui peuvent avoir des importances particulières. Et donc, voilà. Mais vous ne saviez pas que vous ne saviez pas ça. Donc, mon premier conseil, c'est ça, c'est ne pas assumer tout le temps que ça se passe de la même façon, que vous savez forcément comment ça marche. L'expérience montre que c'est de loin pas souvent le cas. Alors, un autre point aussi, en brossant les choses de façon très rapide, vous avez besoin, avant de partir, de faire un point sur votre situation fiscale, parce que ça a un impact très fort sur votre projet. Et pour certains, venir s'installer aux États-Unis sans avoir réfléchi à cette question-là, ça a un impact qui peut être un impact très coûteux. Bonjour à tous, merci Alain, et merci à tous d'être venus nous rejoindre ce matin. De bonne heure pour Hélé, mais nous avons du monde en Europe. C'est la fin de la journée pour vous. Quelque chose aussi à prendre en compte quand on fait des opérations internationales entre la côte pacifique et l'Europe de l'Ouest. On a 9 heures de décalage. 9 heures de décalage, ça signifie quoi? Ça signifie que les personnes qui travaillent de chaque côté de l'Atlantique sont pas sur le même rythme. Il y en a qui se lèvent le matin avec une pêche d'enfer, et les autres terminent leur journée, parfois difficilement, parfois dans la joie, pensent déjà en fait pour certains à la fin de la journée. Et donc il faut retenir ça, il faut l'avoir bien en tête d'une manière ou d'une autre pour comprendre que les discussions parfois peuvent être décalées. Ça vaut d'ailleurs, par expérience personnelle, dans l'autre sens, c'est-à-dire que sur la côte ouest des États-Unis, on travaille beaucoup avec l'Asie. Et l'Asie, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand on se couche, il se lève. Et on n'est pas dans le même mood, on n'est pas dans le même état d'esprit, d'autant plus qu'on n'est pas dans les mêmes pratiques, les
même pratique générale. Je suis ici pour vous parler de fiscalité. Aujourd'hui, en fait, c'est difficile de résumer, de parler de tout, mais pour résumer, en fait, l'année de départ, c'est une année particulière. C'est toujours une année très particulière dans la mesure où on est résident d'un côté, résident fiscal, j'entends, et on est résident non fiscal de l'autre côté, et vice-versa d'ailleurs. Les États-Unis offrent la possibilité d'avoir un statut. On me fait signe que je vais très vite ou non. Donc je vais essayer de ralentir le rythme. Donc on me fait signe d'aller un peu plus vite et d'accélérer le mouvement. Les États-Unis offrent la possibilité d'opter pour différentes solutions. C'est-à-dire qu'on peut être sur le papier un non-résident fiscal et opter pour la résidence fiscale. Tout ceci, en résumé, peut permettre d'optimiser la fiscalité d'arrivée aux États-Unis. Préparer le départ, fiscalement parlant, en fait, c'est aussi préparer l'arrivée. Du côté du départ, en fait, c'est surtout prévenir les administrations fiscales de votre pays de départ pour expliquer que vous allez partir. Et ceci peut permettre de régler pas mal de solutions. Ici à Los Angeles, on a pas mal de monde d'expatriés, d'impatriés, selon le sens, qui sont dans le cinéma, qui perçoivent pas mal de redevances, de royalties, le terme américain. En France, la SACEM a pour habitude de prélever la CSG-CRDS. Si on leur dit pas si on leur dit pas qu'on part et qu'on sera résident fiscal américain à partir de telle date, ils vont continuer de percevoir et de prélever en fait cette CSG-CRDS. Voilà, c'est juste une petite anecdote pour illustrer que il faut y réfléchir. Il faut réfléchir à deux fois. Quand on part aussi, il est bon de regarder un peu et de faire un état des lieux de tous ces actifs. Les Français et ou les Européens, j'ai beaucoup d'expérience avec les Français, ont tendance à aller ouvrir des assurances vie. Ils ont du patrimoine, de l'immobilier, des comptes bancaires, des entreprises. Je crois qu'il faut faire un état des lieux en fait sur tout son patrimoine pour en évaluer les conséquences fiscales de départ, mais aussi d'arrivée. Ça, c'est un point important qui peut parfois en fait permettre d'économiser pas mal de choses juste sur des principes d'application fiscale. Très simple, vraiment très simple. Préparer l'arrivée pour l'illustrer facilement, les impatriés ou les expatriés viennent ici avec leur famille et ces membres de la famille en fait n'ont pas toujours en fait des numéros fiscaux qu'on appelle soit des Social Security Number. Là c'est un peu automatique, mais je pense aux numéros fiscaux en fait liés aux personnes, ce qu'on appelle les ITIN number, les Identification Taxpayer Number. C'est important en fait de prévoir les démarches administratives relatives en fait à l'obtention de ces ITIN number parce que ils imposent d'aller sur place au consulat et d'attendre dans les lignes d'attente pour obtenir les tampons administratifs ad hoc pour obtenir les papiers qui permettront de justifier l'obtention plus tard de ces numéros ITIN number. Ceci, au final, en fait, permettra d'obtenir également plus rapidement certains crédits de taxes aux États-Unis, notamment sur les dépendants et les enfants en particulier. J'ai en tête ce qu'on appelle le Child Tax Credit. Voilà. On me fait signe que je dois repasser la parole, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais terminer juste par un point très important. Les États-Unis, au contraire de certains pays européens, en France, c'est en train de changer, en tout cas, je pense pour 2017 ou 2018, c'est dans les clous. Le grand principe de la fiscalité américaine, c'est you pay as you go.
Ça signifie quoi? Ça signifie que vous payez vos taxes au fur et à mesure que vous encaissez vos revenus. Sinon, vous allez être soumis à des pénalités et des intérêts de retard. Donc, c'est important en fait de prendre connaissance de ces principes et d'aller en discuter soit avec son employeur, soit avec des personnes qui connaissent bien ce système pour mettre en place des, des, euh, des prélèvements, des processus qui permettront de prélever en fait ces taxes au fur et à mesure et d'éviter les pénalités en cas de retard. Voilà ce qui me concerne pour le moment. Je repasse la parole à Alain.